Salut les amis, c'est Adrien depuis Lille où nous commençons une nouvelle semaine politique après un week-end qui a été extrêmement chargé mais aussi extrêmement enthousiasmant avec la bonne nouvelle de la qualification au second tour de l'élection législative partielle dans la première circonscription de l'Essonne de notre candidate de la France Insoumise, Farida Amrani. Pour rappel, dans cette élection, il s'agit de remplacer Manuel Valls, le député démissionnaire, qui a choisi d'aller faire campagne à Barcelone pour devenir maire, alors qu'il y a sur place une maire que nous saluons, qui est une amie, Ada Colau de Podemos. Et donc Manuel Valls espère briguer un mandat à la mairie de Barcelone. Nous tenons donc l'occasion de lui régler par deux fois son compte, là-bas à Barcelone avec nos amis de Podemos, et ici en France, dans la première circonscription de l'Essonne, avec la France Insoumise, puisque face à Farida Amrani, au second tour, se trouve le mauvais avatar de Manuel Valls, Monsieur Choix, qui est son successeur désigné. Alors d'abord, il faut dire un grand bravo, et j'adresse un salut aux militantes, aux militants qui ont contribué à cette réussite, aux équipes de Farida Amrani et Ulysse Rabaté, nos candidats, qui ont réussi à se qualifier au second tour de l'élection dans un contexte particulièrement difficile. D'abord parce qu'une élection partielle, donc c'est vrai, beaucoup d'abstention, et aussi un contexte d'adversité très forte où il y avait une ambiance tout sauf la France Insoumise face à nos candidats. Maintenant qu'ils sont qualifiés au second tour, il est de la responsabilité de chacun d'envoyer un message politique très clair la semaine prochaine. Parce que dites-vous bien qu'une élection législative partielle, dans le contexte politique que l'on connaît, où la Macronie est en difficulté, eh bien ça va envoyer un message politique qui dépasse largement le territoire de cette circonscription. En face de Farida Amrani, il y a un candidat, Monsieur Choix, qui en réalité, s'il était élu à l'Assemblée nationale, eh bien, porterait la parole du macronisme et voterait en cadence avec le groupe parlementaire de La République En Marche, qui est déjà extrêmement nombreux. Donc nous disons qu'il n'y a absolument aucune utilité pour les électeurs de cette circonscription de l'Essonne à disposer d'un député supplémentaire à l'Assemblée qui serait sur les bancs de la majorité. Non, il n'y a pas de plus-value à avoir ce député au sein de l'Assemblée nationale, alors que nous savons qu'il y aurait une grande utilité à avoir une députée insoumise de plus à l'Assemblée en la personne de Farida Amrani. Je vous le dis tout de suite, il est clair que Farida honorerait la fonction de députée à l'Assemblée nationale et serait très utile dans l'opposition humaniste et écologiste à Emmanuel Macron que nous avons à mener, particulièrement dans le contexte politique que l'on connaît actuellement. Donc désormais, il nous reste une semaine. Je sais que beaucoup se sont déjà donnés sans compter pour réussir cette qualification au second tour. Mais c'est maintenant qu'il faut véritablement tout donner jusqu'au bout, car il n'y a plus qu'une semaine. Une semaine, et il y a fort à penser que le contexte va être tout aussi difficile, que tous les coups vont être permis, puisqu'il faut quand même se rappeler du contexte d'il y a un peu plus d'un an et demi, parce que initialement au mois de juin 2017, lors de l'élection législative nationale, Farida Amrani était déjà notre candidate de la France Insoumise sur cette circonscription. Et face à Manuel Valls, elle avait manqué l'élection à 139 voix seulement. Et sur ces 139 voix, il y en a environ 66, je crois, qui ont été qualifiées d'irrégulières, notamment par des signatures plus exactement, qui étaient a priori irrégulières. Donc la victoire dans la première circonscription de l'Essonne est à portée de main. Mais nous avons face à nous des gens qui souvent sont prêts à tout. Donc il faut se tenir prêt et il faut y envoyer tout le monde. J'appelle solennellement les insoumises, les insoumis qui auraient la possibilité cette semaine de proposer leur renfort aux équipes militantes de la première circonscription de l'Essonne sans réfléchir, à y aller, à s'y rendre, à aider au porte-à-porte, puisque déjà 5000 portes ont été ouvertes par nos équipes militantes lors du premier tour et il y a eu énormément d'abstention malgré tout. Donc il y a vraiment besoin de mobiliser les gens, d'aller leur dire vous avez une occasion historique d'élire une 18e députée de la France Insoumise à l'Assemblée et d'envoyer un message politique à travers tout le pays. Et beaucoup de Françaises, beaucoup de Français voudraient être à votre place à cette heure pour pouvoir envoyer cette claque à Emmanuel Macron et lui dire ce que nous pensons de sa politique et avoir quelqu'un qui contre-propose face à cette majorité. Tous les efforts sont à déployer dans cette bataille. Sur les réseaux sociaux, si vous avez des amis, de la famille qui habitent sur place ou si vous pouvez vous y déplacer pour aider nos équipes, allez-y. Il faut impérativement que dimanche prochain, nous puissions fêter la victoire de Farida Amrani et son entrée à l'Assemblée nationale sur les bancs de la France Insoumise. Dimanche 25 novembre, tous nos regards seront tournés vers la première circonscription de l'Essonne
pour envoyer Farida Amrani, 18e députée de la France Insoumise, à l'Assemblée nationale. Ce week-end a également été marqué par la mobilisation inédite des Gilets jaunes, samedi 17 novembre. Une mobilisation inédite d'abord dans sa forme, puisqu'il s'agit d'une auto-organisation populaire de citoyennes, de citoyens qui, voulant exprimer un ras-le-bol, ont choisi cette forme particulière d'organisation pour le faire. Et ça a échappé complètement à toute forme d'organisation traditionnelle, politique ou syndicale. Néanmoins, nous saluons ces mobilisations parce qu'elles sont légitimes, elles expriment une colère populaire sur le pouvoir d'achat, sur le deux poids deux mesures fiscales et l'injustice finalement que poursuit Emmanuel Macron en développant une politique budgétaire qui favorise toujours les plus riches, notamment par la suppression de l'ISF, et dans le même temps en faisant en sorte que la CSG augmente pour les retraités, que les APL diminuent, que les complémentaires santé augmentent, que le tarif de l'énergie augmente également, bref, qu'il y ait un trop-plein au niveau du pouvoir d'achat. C'est ça qui s'est exprimé dans les mobilisations de ce samedi, et c'est d'abord et avant tout ce ras-le-bol sur le pouvoir d'achat qui s'est exprimé. Certains se sont laissés aller à dire que ces mobilisations étaient finalement des manifestations de soutien au lobby pétrolier. C'est-à-dire qu'il faudrait entendre que toutes celles et ceux qui ont manifesté avec leurs gilets jaunes ce week-end seraient des apprentis pollueurs ou des pollueurs en puissance qui voudraient en plus polluer à pas cher. C'est absolument irresponsable de le dire, puisque ce n'est pas le cas. J'étais pour ma part samedi aux côtés des gilets jaunes mobilisés ici à Lille lors de la manifestation de samedi, et j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. J'étais sans signe distinctif parce que j'avais bien noté que celles et ceux qui avaient initié cette mobilisation avaient dénoncé les premiers la tentative de récupération politique de l'extrême droite. Donc il s'agissait pour moi et mes amis d'y aller sans se distinguer. Donc nous étions comme tout le monde avec le gilet jaune. Quels ont été les slogans que nous avons pu entendre dans la manifestation? Macron démission, on l'a beaucoup entendu. Macron rend le pognon. Macron rend l'ISF d'abord. Des mots d'ordre très clairs, limpides sur la question du pouvoir d'achat dans notre pays. Et clairement, la plupart d'entre eux avec qui j'ai pu discuter me disaient « mais nous, bien sûr que nous sommes soucieux du changement climatique et nous voulons que nous puissions agir sur cette question-là. Mais en quoi taxer unilatéralement les carburants auprès de personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture individuelle? C'est-à-dire qu'on ne leur offre pas, par exemple, les transports en commun gratuits. On ne leur offre pas véritablement d'alternative. En quoi c'est une politique écologiste? Assurément, ça ne l'est pas. Et nous vous avons dit qu'à la France Insoumise, nous sommes pour la sortie du diesel, nous sommes pour une planification écologique et nous sommes persuadés que nous ne pourrons pas faire l'écologie dans l'injustice fiscale que poursuit Emmanuel Macron. Voilà ce qui s'est exprimé ce samedi avec la mobilisation des Gilets jaunes. Alors bien sûr, cette forme auto-organisée produit cet effet que les mobilisations sont un peu différentes à certains endroits, mais ce fut massif. Et on déplore quelques problèmes, notamment un certain nombre de blessés, également un décès. Et nous profitons de l'occasion d'ailleurs pour adresser nos condoléances à la famille, aux proches de la personne qui a perdu la vie à cette occasion. Bien sûr qu'il faut que le ras-le-bol s'exprime, qu'il s'exprime fortement, qu'il s'exprime massivement, mais qu'il s'exprime dans le bon ordre, parce que c'est aussi la garantie d'un rapport de force favorable et d'un pouvoir qui ne pourra pas dénoncer la forme d'organisation en disant que ça met la pagaille ou le désordre. Donc bravo à toutes celles et ceux qui ont participé à des mobilisations bien organisées, même s'ils l'ont auto-organisées, et vous avez vu que ça n'est pas terminé. Puisque là, on est quelques jours après, on est lundi, et les blocages se poursuivent ça et là dans le pays. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes appellent à une nouvelle journée de mobilisation avec une convergence appelée sur Paris, notamment ce samedi. C'est la colère populaire qui s'exprime et c'est une majorité du peuple français qui la soutient. Il faut l'entendre, elle est légitime et nous avons besoin d'une écologie populaire, pas d'une écologie réservée à celles et ceux qui auraient les moyens. Et donc c'est ce deux poids deux mesures qui est dénoncé par les Gilets jaunes et qu'il s'agit de soutenir. Et nous allons continuer à le faire en étant soucieux bien sûr de ne pas faire de récupération politique, mais de formuler des propositions. Parce que c'est notre rôle de responsable politique de formuler à Emmanuel Macron des propositions pour sortir de la crise. Monsieur Macron, offrez les transports en commun gratuits, financez-le, financez véritablement une transition écologique. Les Français ont compris que votre affaire d'augmentation des taxes sur les carburants ne servait pas à la transition écologique, puisque seuls 19 à 20% des recettes supplémentaires des taxes sur le carburant vont être allouées à la transition écologique. Par conséquent, les Français ont bien compris que quand ils n'ont pas le choix de prendre leur voiture, en remplissant leur réservoir de carburant, en réalité, ils servent votre politique budgétaire qui vise à distribuer aux plus riches. Ça n'est pas tenable. Transport en commun gratuit, renoncer à l'ouverture à la concurrence de la SNCF et développer le ferroviaire en zone rurale,
permettre des modes de transport doux et éviter que les gens soient obligés de prendre leur voiture individuelle. Et pour ça, il faut une planification globale. Et nous avons les moyens de le faire. Voilà ce qu'il s'agit de dire et de faire à cet instant. Donc on regarde tout ça avec beaucoup d'attention. Et bien évidemment, dans les jours et les semaines à venir, cela va continuer. Je dois dire par ailleurs qu'il y a eu quelques incidents autour de ces mobilisations. Et je voudrais vous informer d'une chose que vous n'avez pas su, c'est que parmi les quelques dizaines seulement d'interpellations qu'il y a eu pendant ces mobilisations des Gilets jaunes, ici à Lille, il y en a eu 6. Et parmi ces 6, il y en a 5 qui sont des militants, des jeunes militants de la France Insoumise, lesquels se sont rendus en soutien aux mobilisations sur l'autoroute A1. Et d'ailleurs, ils nous ont envoyé des messages samedi matin pour nous dire qu'ils allaient retrouver la mobilisation sur l'A1. Et ils ont été pris à partie parce qu'ils ont été reconnus comme militants politiques de la France Insoumise et ils ont été interpellés, mais seuls. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une trentaine d'interpellations de gens qui auraient fait le blocage. Il y a eu spécifiquement les 5 militants de la France Insoumise. Et puis une autre personne qu'ils ne connaissaient pas, qui lui avait commis l'erreur de jeter un projectile sur les forces de l'ordre et qui a donc été interpellé de manière assez musclée. Mais les 5 autres n'avaient rien fait d'autre que de participer à cette mobilisation, comme plein d'autres. Et ils ont été interpellés clairement parce qu'ils étaient membres de la France Insoumise. D'ailleurs, il semblerait que l'un de celles et ceux qui les ont interpellés ont dit cette fois vous n'y échapperez pas parce qu'ils étaient reconnus comme militants politiques. Si l'interpellation avait été globale de 20-30 personnes pour ce blocage, alors peut-être on aurait compris, on se serait dit effectivement qu'est-ce qui s'est passé, nos amis normalement ne sont pas du tout les organisateurs, ils ont plutôt suivi le mouvement, mais là non, c'était 5 interpellations de militants politiques de la France Insoumise reconnus comme tels, qui ont passé une demi-journée en garde à vue après les auditions qui sont finalement sorties. Bref, on voit bien un peu aussi parfois la manière dont les militants politiques sont mis en cause dans ce genre de mobilisation, ce qui n'est bien sûr pas acceptable, surtout quand ce sont des militants politiques non violents, parce qu'il faut le dire, à la France Insoumise, nous sommes des militants politiques non violents et nous pensons que l'action politique, même quand c'est des mobilisations sociales, ce qui participe aussi de l'action démocratique de notre pays, doit se faire dans le respect de quelques règles et nos militants les respectent évidemment. Ce week-end était donc chargé, je le disais, puisque nous avons aussi tenu à Épinay-sur-Seine les premières rencontres nationales des quartiers populaires, un événement proposé par la France Insoumise, notamment à l'initiative de mon ami et collègue Éric Coquerel, qui a permis de voir converger plus de 800 personnes à Épinay, issues des quartiers populaires de toute la France, pour poser une première pierre qui consiste à dire pour nous en tant que force politique que nous ne nous résignons pas à une situation intolérable de relégation des quartiers populaires en périphérie des villes qui ferait qu'ils n'auraient plus voix au chapitre. Dans ces quartiers populaires où vivent environ 10 millions de nos concitoyens, toutes les difficultés que connaît notre pays sont concentrées. Discrimination multiple, difficultés d'accès à l'emploi, aux services publics qui disparaissent, et donc des gens qui bien souvent n'ont plus voix au chapitre. Eh bien ça n'est pas tolérable. Vous avez des forces politiques qui ont théorisé le fait qu'il ne fallait plus user d'énergie à aller dans ces quartiers parce que les gens ne votent pas. Mais nous disons une chose, nous comprenons que quand vous avez, comme cela nous a été rapporté ce week-end dans de nombreux témoignages, votre toit qui menace de tomber sur votre tête, pas de chauffage pour vous chauffer l'hiver, pas d'eau chaude, alors comment voulez-vous entendre un discours politique? Ça n'est pas possible. Donc d'abord, il y a des urgences à traiter et il faut qu'on puisse aider à faire en sorte que partout où c'est possible, l'État soit à la hauteur de ses responsabilités, que les bailleurs sociaux fassent leur travail de rénovation, de travaux quand c'est nécessaire. Et nous disons aussi une chose, c'est que si nous avons besoin de tout changer, par les arguments, par les bulletins de vote, de proposer des solutions concrètes que nous avons à formuler pour ces quartiers populaires, notamment en matière de logement, en matière d'accès à l'emploi, de non-discrimination, il faut aussi favoriser partout où c'est possible, quand c'est possible, les processus d'auto-organisation populaire. Nous allons essayer, dans ces quartiers, d'aider la population à faire respecter ses droits et à faire en sorte que celles et ceux qui ont des responsabilités, notamment l'État, les assument. Et quand ça n'est pas le cas, eh bien nous allons aider les processus d'auto-organisation qui font que les gens passent eux-mêmes à l'action. Qui consiste à dire, si l'État ne fait pas son travail, si les organismes qui doivent faire leur travail ne le font pas, alors nous aiderons les populations à le faire eux-mêmes, de manière à montrer qu'il y a une urgence dans ces quartiers. Bref, c'est un travail de fourmi qui n'est en aucun cas un travail électoral,
puisque l'essentiel est de dire il n'est pas possible qu'une frange importante de la population française soit reléguée à l'extérieur de la vie politique. Voilà ce que nous avons voulu dire à Épinay, voilà ce que nous voulons commencer. C'est un travail de longue haleine et il faut que toutes les militantes et tous les militants de la France Insoumise, et même au-delà, y prennent part avec nous. Voilà ce que nous avons commencé à Épinay. C'est bien sûr une première pierre posée qu'en appelle d'autres et qu'appelle un travail de fond dans la durée. Voilà donc une actualité chargée une nouvelle fois. Bonne semaine à toutes et à tous. Si vous avez apprécié ce petit point politique, comme d'habitude, encouragez-nous avec les petits pouces bleus en bas de la vidéo. Et puis abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait monter la chaîne et ça nous encourage à continuer et à mettre aussi tout le contenu que vous avez l'habitude de retrouver, de mes interventions à l'Assemblée, des passages dans les médias, pour faire circuler les arguments. Allez, au travail!